Bonjour Cyril Benassar. Bonjour. Merci de venir présenter votre ouvrage que l'on retrouve sur la boutique officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com, l'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur, avec un sous-titre « Réponse à Rokhaya Diallo ». Alors, avant de nous intéresser à l'ouvrage, on va s'intéresser à l'auteur, si vous voulez bien. Vous êtes artisan ébéniste. Oui. Il y a 25 ans, on pouvait vous entendre sur la radio un peu gauchiste, radio libertaire. Oui. Aujourd'hui, vous écrivez dans le magazine Causeur avec Elisabeth Lévy, sans qui, dites-vous, vous n'auriez écrit que des courriers à l'URSSAF. Oui, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup poussé à écrire et puis le résultat est là. Le résultat est là. Ouais. Pourquoi ce parcours un petit peu erratique ? Erratique, je ne le trouve pas si erratique que ça. Je dirais que ce n'est pas tant moi qui ai changé que peut-être pas le mouvement libertaire, mais en tout cas le mouvement antiraciste, puisque j'en parle dans ce livre. En réalité, j'ai eu une jeunesse gauchiste, comme beaucoup, un peu par conformisme, parce que ça vient aussi peut-être un peu de mon milieu social. Mes parents étaient socialistes, ils lisaient l'Obs. Moi, j'étais... disons que si on retrouve un peu les tribus urbaines de l'époque, j'étais un baba cool, et puis j'étais conforme à tous les autres. Je me suis rapproché de la Fédération anarchiste, de Radio Libertaire. J'ai participé à une émission qui était satirique, un peu dans l'esprit de Charlie Hebdo, mais sans être un militant pur et dur. J'étais un peu un touriste. Il ne faut pas m'interroger sur Proudhon plus que ça. Et à Causeur, vous êtes un touriste ? À Causeur, alors ça fait plus de 10 ans que j'écris régulièrement, et là avec passion. Un touriste qui s'est des installé. Articles, oui. J'ai pas une chronique régulière, mais disons que chaque mois, j'arrive à écrire 1 ou 2 articles, un peu plus dans le site. Causeur, ce n'est pas un journal ni gauchiste, ni anarchiste, ni libertaire. Ça Non, mais je dirais que Causeur est assez proche sur le plan de la laïcité, de la gauche Finkielkraut, de la gauche Badinter, presque de la gauche Front républicain, sauf s'il leur est ravi de nous traiter de fachos dès qu'on s'aventure sur le terrain de l'immigration. Pour le reste, pour ce qui est de vouloir garder une forme de laïcité intransigeante, je trouve qu'on est assez proche d'une certaine gauche. En même temps, c'est un journal très ouvert, très pluraliste. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de monde, dont Rokhaya Diallo, qui est venu écrire un article. Exactement, qui écrit un article qui fait grand bruit. Beaucoup de lecteurs s'étranglent à la lecture du texte de Rokhaya Diallo. On est en juillet 2020. Et ça vous amène à écrire cet ouvrage et à dénoncer ce que vous appelez l'arnaque antiraciste. Est-ce que vous avez été choqué par les propos de Rokhaya Diallo dans Causeur, dans votre journal ? Choqué, non, mais provoqué. Elle est venue écrire dans Causeur tout ce que l'antiracisme nous reproche depuis longtemps. Je veux dire, et c'était une... Enfin, on s'est senti provoqué, on s'est senti défié. Il fallait lui répondre. Et donc, j'ai commencé une réponse qui devait être un article et qui a pris la taille d'un livre parce qu'il y avait beaucoup de choses à lui répondre. Je trouve qu'on peut prendre chaque point de son discours et puis le démonter consciencieusement et s'apercevoir qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Mais qu'est-ce qui vous gêne ? Cette femme, elle a fait un choix, je la cite, de mettre sa plume au service des inégalités. Oui. Vous ne pouvez pas adhérer à ça ? Ah si, j'adhère tout à fait à ça. Je pense qu'on voilà, réduit en France les inégalités depuis longtemps sur le plan social et même sur le plan des cultures et des ethnies. C'est-à-dire qu'on est déjà... Je dirais qu'on est presque plus qu'un pays antiraciste, on est un pays araciste. C'est-à-dire on est un pays qui ne veut pas voir la race. Aujourd'hui, on nous reproche de défendre un universalisme daltonien. Je l'assume, je veux rester daltonien. Je pense que la France est un modèle où on s'en fiche de la race, on s'en fiche de la couleur des gens. Il y a d'autres choses qui comptent. On est une communauté politique qui est née sur un peuple qui était existant, qui est un peuple avec des racines chrétiennes sûres. Mais on n'est pas un pays raciste, on n'est pas un pays de communauté, on est un pays où on ne veut pas voir ça. Bainville disait la France, ce n'est pas une race, c'est une nation. Il disait même autre chose. Dans son histoire de Napoléon, il explique que si Napoléon était né sur une île de l'Empire colonial anglais, avec son air basané et son accent, on ne lui aurait même pas donné un uniforme. Donc ça, c'est quand même le génie de la France, de se moquer des origines et de tout baser sur la méritocratie républicaine. Et c'est donc vraiment un pays qui n'est pas raciste. Et les reproches de Rokhaya Diallo et de ce mouvement antiraciste qui a pris des allures quand même assez inquiétantes avec ce qu'on appelle le mouvement woke, qui aujourd'hui nous ramène du racisme par une forme de ségrégation raciale, on voit avec ces régions racisées. Ça, c'est quelque chose contre lequel on doit s'élever et contre lequel je m'élève. Ce qu'on appelle le néo-racisme. Votre parti pris est le suivant, si j'ai bien compris, ne pas traiter Rokhaya Diallo comme une femme noire, comme une femme tout court, mais comme une redoutable adversaire.
Pas comme une ennemie, dites-vous, pas comme une ennemie. Bon, en moralité, vous n'avez pas empêché Rokhaya Diallo de dormir le soir. Écoutez, j'espère qu'au moins je vais la déstabiliser dans son argumentation, mais je refuse de voir les clivages politiques sur sur le mode de l'ennemi. Je pense qu'en France, on est quand même encore une démocratie, un pays où on peut discuter les uns avec les autres de façon civilisée. Et je ne la confonds pas avec Horia Boutelja, ni avec Assa Traoré, qui, je pense, ont d'autres démarches, qui n'ont pas la même... Est-ce que les différencies, clairement, sont des militants tous les trois? Oui, ce sont des militants tous les trois, mais la tribune d'Assa Traoré dans, je crois que c'était Jeune Afrique, pour dénoncer la France de façon extrêmement virulente, je ne trouve pas la même chose dans les termes de Rokhaya Diallo. C'est peut-être plus habile, mais c'est plus poli, c'est plus civilisé, c'est moins frontal. Rokhaya Diallo nous invite à nous réformer pour abolir ce qui resterait de raciste en France, ce qu'elle appelle le privilège blanc, Elle ne nous traite pas en ennemis. Et je considère qu'on peut avoir une conversation civilisée, un débat d'idées avec Rokhaya Diallo. Ça me semble plus difficile avec Horia Boutelja. Mais je me trompe peut-être. C'est pas une ennemie, ça va finir par être vraiment votre sœur. Eh bien, je l'espère, parce que c'est le pari français, la fraternité qui est dans notre devise, c'est que nous puissions tous, au-delà de nos différences, être frères et sœurs. C'est ma sœur de France, c'est ce que je dis. Ça n'est pas ma sœur de sang, c'est ma sœur de France. Alors vous reprenez néanmoins et vous récusez surtout tous les arguments de la militante. Et aussi vous niez que la police procède souvent au contrôle au faciès. Tout ça n'existe pas. Et alors je suis obligé de vous rappeler l'analyse de votre frère Emmanuel Macron. Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. C'est le chef de l'État français. Oui, c'est le chef de l'État. C'est une vieille lune, en fait, qui est répétée de journaliste en journaliste. On l'avait même sorti, je me souviens, l'été dernier, je crois 2 jours après l'assassinat à Bayonne d'un chauffeur de bus par 2 types, parce qu'il leur est demandé de mettre leur masque. On a Gilles Boulot et Léa Salamé qui interviewent le président de la République et qui, avec insistance, lui demandent « Monsieur le Président, les jeunes hommes noirs et arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés que les autres. Que comptez-vous faire? Quand comptez-vous faire ?» C'était vraiment la question la plus urgente, la plus importante. Je pense que c'est faux. C'est-à-dire que je veux bien reconnaître les chiffres parce que je ne suis pas chercheur en sciences sociales, je n'ai pas les moyens de les contester. Études qui sont présentées, oui. Il y a des études qui, à mon avis, semblent sérieuses. Il est sans doute vrai que les jeunes hommes noirs et arabes sont 20 fois plus contrôlés que les autres. Je pense qu'il serait plus juste de dire que des jeunes hommes noirs et arabes sont plus contrôlés que les autres. C'est-à-dire que ce ne sont pas n'importe quels jeunes hommes noirs et arabes. Ce sont des jeunes hommes noirs et arabes qui appartiennent, je parlais tout à l'heure de tribus urbaines, à la tribu urbaine des racailles, c'est-à-dire qui sont habillés d'une certaine façon, qui ont une attitude dans l'espace public qui est assez, plus que nonchalante, un peu arrogante, un peu effrayante. Quelquefois, on les voit occuper un espace public sans égard pour les autres dans leur façon d'être. Ce sont ceux qui ressemblent étrangement à tous ces jeunes qui causent des nuisances par ailleurs, ceux qui sont bien connus des services de police, ceux qu'on retrouve en prison. Ce sont des jeunes qui s'habillent avec une panoplie de délinquants presque, qui s'habillent en bad boys. Et ce sont ceux-là que la police cible. Mais ça n'est pas à cause de leur couleur. Un couple de jeunes noirs ou arabes homosexuels qui seraient habillés de façon précieuse et qui se tiendraient bien, de façon polie dans l'espace public, ils ne sont pas contrôlés. Donc ça n'est pas une discrimination, un contrôle racial, ça n'est pas sur la couleur de leur peau. C'est sur leur style, leur attitude, leur comportement, leur attachement à une certaine mode vestimentaire qui les rapproche des jeunes des cités et qui, eux, sont à l'origine des nuisances. Et je rajoute à ça qu'il y a beaucoup de contrôles qui sont faits pour repérer les clandestins. Et les clandestins, évidemment, dans notre pays, ils sont majoritairement noirs, ils viennent d'Afrique ou du Maghreb. Donc tout ça fait qu'il y a un amalgame. Ça n'est pas à cause de leur couleur de leur peau qui sont contrôlés 20 fois plus que les autres. C'est ça. On pourrait ajouter d'ailleurs que la diversité se retrouve aussi dans la police aujourd'hui. Oui, elle se retrouve partout d'ailleurs. Dans toute la société française, à tous les échelons, je vois, moi, dans mon milieu professionnel ou dans ma vie personnelle, les gens se mélangent, quelle que soit leur race. Et ça n'est pas ça qui établit des clivages, des lignes de fracture. Elles sont socioculturelles, elles se basent sur le niveau d'assimilation, mais sûrement pas sur la couleur de la peau. Donc c'est plutôt un contrôle au comportement et à l'attitude, c'est ça, si j'ai bien compris. À l'attitude, oui. Et puis à la tenue. La tenue, on dit beaucoup. Voilà, ils sont ciblés. C'est du profilage en réalité, c'est pas du racisme. Dans les arnaques antiracistes, vous évoquez les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, mais là encore, pour les nier, il n'y a donc pas dans ces domaines de privilèges blancs, là non plus.
Pas facile à expliquer chez Hanouna, comme vous avez essayé de le faire. Oui. Non, je ne vois pas de privilège blanc, j'y reviendrai. Je pense qu'on peut peut-être parler d'un avantage blanc, dire qu'il y a un avantage à être blanc dans un pays historiquement et majoritairement blanc, parce que la plupart des gens nous ressemblent, parce que quand on va dans un musée et qu'on regarde les figures de l'histoire de France, évidemment, si on est noir, on ne se reconnaît pas. Il faut se reconnaître par d'autres moyens, voilà, s'approprier l'histoire de France. Donc, il y a peut-être un avantage blanc, il y a peut-être une espèce de confiance naturelle qui vient plus facilement avec les gens qui nous ressemblent et qui fait qu'un blanc sera plus facilement retenu pour un emploi, pour un logement. C'est peut-être vrai, mais en réalité, les dernières études montrent que ça reste très marginal, ça, la couleur de la peau, et que les critères se font sur d'autres choses, sur d'autres choses que j'essaye d'identifier, de ranger dans deux catégories, c'est-à-dire l'absence d'éducation et l'absence des codes, les codes qui permettent d'être embauché. Il faut être rassurant, inspirer confiance, être un peu séduisant. Un jeune qui arrive à un entretien d'embauche en survêtement et avec une attitude un peu arrogante, ben non, il a moins de chance que les autres. Mais ça n'est pas du racisme. Il y a une anecdote que je raconte dans mon livre, c'est que je reçois un jour un apprenti qui m'est proposé par quelqu'un de la mission locale. Je crois que la mission locale, c'est une mission catholique qui vise à insérer des jeunes en difficulté, qui ont eu des problèmes dans le monde du travail. Donc c'est là un blanc qui semble avoir une sensibilité suffisante pour avoir de l'empathie et de la compassion pour un noir, ce qui est mis en doute par ces réunions de racisés. Là, c'est un aparté. Et donc, le type arrive avec ce jeune, l'entretien se passe, et à la fin de l'entretien, le type se tourne vers le jeune et lui dit « Bon, tu as bien compris, si tu as un problème avec ton patron, tu ne le frappes pas, tu viens m'en parler. » Donc, ça n'est pas à cause de sa couleur que je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas envie d'en venir aux mains pour un litige avec un employé, et personne n'en a envie. Donc, le problème, c'est que le cas de ce type-là va se retrouver à grossir les chiffres dans les colonnes des discriminations raciales. Et c'est ça que j'appelle une arnaque. En réalité, il y a des discriminations, elles ne sont pas raciales. Discrimination au logement, à l'embauche. Au logement, on a mis tout ça, ces notions de CV anonyme, etc. C'était pour répondre quand même à cette difficulté-là. Oui. Mais les CV anonymes ont révélé que dans certaines grandes entreprises, les personnes issues de l'immigration qui avaient un nom ou d'origine musulmane, comme le nom n'apparaissait pas, étaient moins prises que les autres. Ce qui tente à prouver qu'il y a eu en réalité un réflexe de discrimination positive. Il y a beaucoup de chartes de la laïcité qui sont signées par les entreprises. Elles sont sous la surveillance du défenseur des droits et de tas d'associations. Elles sont épinglées si on constate un écart statistique, si elles n'ont pas assez de personnes issues de la diversité. Donc les grandes entreprises sont assez vigilantes maintenant à embaucher des gens issus de la diversité. Et cette histoire de CV anonyme a prouvé que, en réalité, le nom n'était pas une entrave à l'embauche. Il y a d'autres études. Il y a une étude de l'Institut Montaigne qui est très intéressante, qui nous explique plutôt classée à gauche. Oui. Qui nous explique que ce n'est plus... Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui travaillent dans le recrutement me l'ont confirmé aujourd'hui. Ça n'est plus sur le nom qu'on s'intéresse à une personne, c'est sur le prénom. Le nom, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que l'origine, et donc l'origine, ça recouvre l'ethnie, la race, l'appartenance religieuse. C'est sur le prénom. Et le prénom, c'est un choix des parents qui vise l'assimilation. C'est-à-dire, on fait un choix différent si on donne un prénom qui correspond à son origine ou au pays d'accueil. Et c'est là-dessus que se fait le choix. Et il y a quelque chose d'encore plus intéressant, je trouve. Donc, l'étude consiste à envoyer des CV, des profils inventés à des entreprises avec un homme, une femme à chaque fois, chrétiens, juifs et musulmans. Évidemment, alors ça se tient dans un mouchoir de poche. Les prénoms chrétiens Michel et Nathalie sont les plus retenus. Ensuite vient Dove et Esther. Et puis ensuite Samira, qui est à peu près au même niveau que tout le monde, et loin derrière Mohamed. Mais on se rend compte que si on introduit dans le CV de Mohamed des éléments qui visent à prouver que c'est un musulman laïque, par exemple une activité de bénévolat dans une association laïque, eh bien il rejoint les autres. C'est-à-dire que la discrimination disparaît. Et c'est exprimé par les employeurs, c'est-à-dire la prévention vis-à-vis de musulmans pratiquants aujourd'hui, c'est la crainte d'avoir des problèmes dans les hiérarchies entre hommes et femmes, des hommes qui ne serrent plus la main aux femmes, des problèmes de commandement, d'avoir des revendications religieuses qui fait qu'on veut ne pas travailler un jour de fête, faire le ramadan. Il y a un certain nombre de problèmes. Il y a aussi le risque de la radicalisation qui n'est jamais absent. Quand même, il faut se rappeler que, je crois que c'était à Annecy,
un employé a décapité son patron au cri d'Allah Akbar, comme beaucoup. Donc, il y a une réticence vis-à-vis de ce prénom Mohamed, mais ça n'est pas du racisme. Ça n'est pas du racisme. C'est simplement la prise en compte des employeurs qu'il n'y a pas chez le candidat une distance suffisante vis-à-vis de son dog qui permet de rassurer l'employeur. Le fait d'afficher sa religion de façon trop ostensible, de prouver qu'on est musulman, même au travail, dans l'espace public, partout, et qu'on est d'abord musulman, ça n'encourage pas à se faire embaucher. Est-ce que vous concevez quand même que ce privilège blanc il puisse exister dans certains domaines ? On va prendre celui de l'audiovisuel. Madame Ernold, notre présidente de France Télévisions, puisque nous la payons, indique par exemple, de manière quasiment maintenant historique, qu'elle veut éviter que sur les antennes de France 2, etc., il y ait des hommes comme vous et moi, c'est-à-dire de plus de 50 ans, blancs, etc., etc. Est-ce que ça, vous considérez que c'est légitime ou que c'est aussi une arnaque ? Non, moi je ne considère pas que ce soit légitime. Je ne vois pas la nécessité de faire apparaître comme des représentations de certaines parties de la population. C'est une vision communautaire des choses. Ça voudrait dire que tous les Noirs ne pourraient regarder la télé, ne se sentiraient concernés et ne pourraient s'identifier qu'à une personne de la même couleur que c'est ce que dit Black Lives Matter. Oui, c'est ça l'esprit, c'est de dire on est noir, donc on ne peut être représenté que par des noirs. Oui. Mais ça n'est pas français. Ça n'est pas du tout la conception française de ce que peut être la coexistence de gens qui ont des origines différentes. Ça n'est pas des communautés qui ont besoin d'être représentées. Et je trouve que quand on met un doigt dans cet engrenage, on n'en sort plus. Je me souviens qu'après les émeutes de 2005, on a mis Harry Roselmack comme présentateur du JT en disant ça va calmer les choses, ça n'a rien calmé du tout. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est stupide. L'idée que les difficultés que rencontreraient les personnes qui ne sont pas blanches en France pourraient être résolues parce qu'on verrait des vedettes, des gens à la télé qui les représentent, mais pas qui les représentent culturellement ou politiquement, qui les représentent ethniquement par leur couleur. Je trouve que c'est simpliste, je trouve ça stupide. Et vous pensez que Delphine Ernold aurait dû être sanctionnée, par exemple, pour avoir réinstallé cette notion de race, d'avoir distingué quelqu'un du fait qu'il soit blanc? C'était une première pour une employée, un fonctionnaire de l'État. Écoutez, sanctionner, je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait pu faire débat, on aurait pu amener ce débat dans la société française pour savoir si on devait avoir des quotas dans les médias de gens qui représentent les femmes, et puis les Noirs, et puis bientôt les handicapés, et puis... qu'il devrait y avoir une espèce de recomposition de la société française dans l'espace médiatique. Je trouve que ça se fait naturellement. En réalité, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont noires et arabes, qui sont des présentateurs, et dont on n'a pas le sentiment qu'ils sont là parce qu'il y a un quota ou par discrimination positive. Ils sont là parce qu'ils ont suffisamment de talent pour être là. Je pense que quand on voit Leïla Kadour Boudagdi... même si on ne l'apprécie pas, peu importe. Enfin, je veux dire, elle a le talent pour être à sa place et on n'a pas besoin de règles spécifiques et de coercition pour faire du ménage et virer les têtes qui ne nous reviennent pas pour en mettre d'autres. Alors, il y a une phrase dans l'ouvrage qui vous est déjà reprochée, y compris par Rokhaya Diallo. Oui. Vous dites, si vous êtes gêné par le privilège blanc, pourquoi ne pas aller jouir pleinement d'un privilège noir en Afrique? C'est violent. Oui, alors... C'est une provocation. En fait, c'est pas une provocation, c'est une réponse à une provocation. C'est-à-dire, et c'est pas tout à fait le privilège blanc. En réalité, elle se plaint du fait que, alors qu'elle est née en France, pendant toute sa vie, elle a toujours trouvé à certains moments des gens pour lui rappeler qu'elle était noire. Je trouve ça assez dingue parce que, je veux dire, que ça la gêne... Je trouve ça étonnant. Il est normal qu'elle appartient à une minorité qui est noire en France. Il est normal que, sans que ce soit malveillant, elle ne parle même pas d'insultes racistes. Mais moi, j'ai vu ça souvent dans ma vie, sans malveillance, parce qu'on a un intérêt curieux pour une personne, qu'on veut rentrer en contact, on lui demande quelle est son origine, d'où elle vient. Moi, j'ai vu ça souvent sur des chantiers. Je demande à des types quelle est ton origine. La plupart du temps, ça se passe bien. Puis quelquefois, on tombe sur des types que j'imagine un peu complexés, un peu gênés, qui me répondent « Moi, je suis de Montpellier ». Puis voilà, ça ferme la discussion. Elle disait ça, elle faisait ce reproche en disant « En réalité, je suis française et je ne comprends pas qu'on me rappelle toujours mes origines. » Je pense qu'il faut s'habituer à ça. Ça n'est pas un problème français, c'est son problème à elle. Elle est noire et il est normal qu'on s'interroge sur ses origines, qu'on lui demande. Et donc, ce que je lui disais, ça n'était pas du tout
une invitation à aller vivre en Afrique. C'était vraiment une question tout à fait naïve. Je lui dis, évidemment, vous êtes française, vous êtes aussi française qu'Apolline de Malherbe, sur le plan des droits, même si peut-être que la famille d'Apolline remonte aux croisades et que la sienne est là depuis 2 générations, mais ça ne change rien à l'état civil sur le plan du droit. On a exactement les mêmes droits. Mais culturellement, vous l'êtes moins. Vous l'êtes moins par votre discours. Et si vous... en fait, je l'invitais à ça, je lui disais, si... oui, je prenais un exemple en disant, écoutez, regardez, moi je suis juif. Si j'étais gêné d'être juif en France, parce que je considérais que j'appartiens à une minorité, et qu'il arrive qu'on me le rappelle, et ça arrive qu'on me le rappelle, des amis me réservent des blagues antisémites, parce que, voilà, ça va faire rire. On me demande ce que je pense de la déclaration de Netanyahou ou du grand rabbin. Il se trouve que je m'y intéresse et que ça m'occupe, mais je pourrais m'en moquer complètement, parce que je suis français et que je me sens beaucoup plus proche de tous mes copains français que d'un juif yéménite ou de quelqu'un. Mais si j'étais gêné par ça, j'irais me fondre dans la foule israélienne. Je deviendrais un juif par les autres, à qui on ne poserait plus la question du judaïsme. Je serais quelqu'un de normal, de majoritaire. Et donc je lui dis, pourquoi ne pas aller en Afrique où vous ne serez plus noir ? Mais c'était une invitation. Et elle l'a mal pris. J'ai peur que ça l'ait un peu offensé. Oui. Bon. C'est-à-dire qu'elle n'ait entendu que « retourne dans ton pays ». Ça n'était pas du tout mon... Mais le dialogue se réinstalle. Oui. Le dialogue se réinstalle. Vous dites quand même aussi, enfin, qu'elle est ingrate. Ah oui, ça, l'ingratitude, c'est quelque chose de dur aussi. Dur, écoutez, je crois qu'on ne peut que la constater, et pas seulement elle. La plupart des militants de ces mouvements antiracistes, je n'entends jamais la moindre expression de gratitude vis-à-vis de la France. Jamais la moindre reconnaissance. Et je lui rappelle que les choses évoluent, que quand nous étions jeunes, il y avait dans les boulangeries des pâtisseries qui s'appelaient des têtes de nègre. Et puis elles ont disparu presque naturellement, par prévenance, parce que personne n'a envie de faire de la peine à un petit garçon noir qui rentre dans une boulangerie. Donc on a enlevé ce nom, maintenant ça s'appelle des boules coco. Je trouve que ça méritait peut-être un peu de gratitude, un peu de remerciement. La France fait des efforts, elle accueille ces nouvelles populations et elle retire de son passé ce qui pourrait les offenser, ce qui n'est plus d'actualité. Voilà. Mais ça, on n'a jamais un merci. Tout confirme dans votre livre et dans votre esprit que l'ennemi autorisé aujourd'hui, c'est l'homme blanc, et vous ajoutez hétéro, et vous prenez, vous, le parti d'en rire. Oui. C'est pas si simple que ça. Écoutez, j'espère qu'on sortira comme ça, parce que je trouve que les dernières offensives du mouvement woke sur le plan de l'antiracisme et des autres sont tellement ahurissantes. On entend des choses que... Ça progresse, mais ça ressemble à chaque fois à des poissons d'avril. On se demande si on a bien entendu. Et puis c'est quand on l'entend le soir au JT, énoncé très sérieusement par un présentateur, qu'on se rend compte que, oui, c'est vrai que le New York Times va désormais écrire black avec un B majuscule et white avec un W minuscule. C'est vrai que L'Oréal va retirer les produits blanchissants parce que ce serait raciste. Enfin, on se demande dans quel monde on vit. Et donc survivre à ça, c'est combattre, comme vous le faites par l'écrit. Et puis c'est aussi de leur prendre un peu de distance pour... Beaucoup de distance. Pour pas crever. Je pense qu'il faut traiter ça par le mépris et le tourner en ridicule. C'est-à-dire qu'il faut refuser absolument de rentrer dans ces logiques en disant « Ah, vous croyez peut-être que oui, on vous a offensé avec des blackface, avec une blague raciste ?» Non, ici c'est le monde libre. On a le droit de faire ce qu'on veut et on vous invite à vivre librement dans ce monde et sans mettre en avant toujours vos différences et toujours ce qui vous offense. Mais quelque chose que par rapport à ces blackface, la dernière victime, c'était Gérard Darmon qui s'est grimé en Othello en mort. C'est tout à fait son droit d'acteur. Je veux dire, il n'y a pas à faire une polémique. Et j'ai envie de dire que dans mon atelier, quand un apprenti se met un coup de marteau sur le doigt, on a l'habitude de dire c'est le métier qui rentre. C'est une expression assez répandue. Eh bien, j'ai envie de dire à ces gens-là, quand vous vous sentez offensé, c'est la France qui rentre. C'est la liberté française qui rentre. C'est le pays de Voltaire qui rentre. C'est la capacité à accepter qu'on soit moqué, qu'on soit offensé par quelque chose qui, en réalité, n'a rien d'offensant. Moi, je n'imagine pas que des compatriotes noirs qui ont une vie normale, qui travaillent, qui élèvent des enfants, qui ont des passions joyeuses, qui font autre chose que dans la vie que s'occuper à ce petit monde des idées, soient offensés parce qu'Antoine Griezmann se grime en noir. Je ne le crois pas. Je pense que c'est
c'est surjoué, c'est une offense surjouée par les militants de l'antiracisme et que les gens comme vous et moi s'en fichent complètement, ils ont autre chose à faire. Alors on aura le droit d'écouter Annie Cordy. Bon, oui. Allez, Cyril Benassar, on vous retrouve dans cet ouvrage « L'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur », réponse à Rokhaya Diallo. Merci d'être venu sur TV Liberté, j'espère que vous reviendrez nous voir. J'espère, merci de m'avoir reçu. Merci.